Ah, comment une seule scène peut altérer votre avis sur un épisode. Donc ça se poursuit avec le cliffhanger de l'épisode précédent où Esteban est tombé à l'eau, mais il est rattrapé par Tao et Zia, et ça n'a pas été seulement pour le suspense que ça a fait ça, mais ils se sont fait rapidement repérer de loin par un garde du coin alors qu'ils se faufilaient, et donc durant toute la partie centrée sur eux, on va avoir tous ces petits moments où ils essaient de se faufiler dans le coin pour échapper aux gardes qui les pourchassent tout le temps. Et c'est tellement forcé et con, je trouve. Tout simplement parce qu'au départ, ils n'ont pas besoin de s'infiltrer comme ça. Ils n'ont pas d'armes. Pourquoi ils auraient des armes sur eux? C'est quoi le problème? C'est quoi ce délire, quoi? Donc, ouais, il y a pas mal de moments où ils échappent aux gardes de façon un peu comique, histoire de dire, ah, il y a un petit danger, et c'est complètement con. Voilà, je trouve ça complètement con et forcé. Et donc, pendant ce temps-là, pendant qu'ils font ça, il y a un petit passage que j'ai trouvé un peu bizarre personnellement, où on raconte une petite tradition du coin, on laisse une feuille de papier avec un petit caillou dessus flotter sur une fontaine, et si deux papiers se rejoignent, ça veut dire que les deux personnes sont liés et que leur union se fera plus tard. Voilà, un petit rituel japonais du coin. Et il y a Zia qui dit ah c'est mignon ça, et puis les deux garçons qui disent ouais c'est une petite coutume locale, alors ça veut rien dire. Et dans son dos, tous les deux décident de balancer une feuille dans la fontaine également. Et vous savez, je comprends pour Esteban parce que ouais, il a quelques petits sentiments pour Zia, on se sent bien quand même, et donc qu'il fasse ça sans l'avouer pour assumer une espèce de pseudo-virilité, ok. Mais le fait que Tao le fasse également, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Est-ce que ça veut insinuer, je pense, qu'ils ont tous les deux des vues sur Zia maintenant? C'est un peu l'impression que ça donne. Et j'ai jamais ressenti ça une seule seconde de la part de Tao. À aucun moment donné, il avait particulièrement des sentiments pour Zia, à part de l'amitié. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Est-ce que c'est parce que maintenant qu'il sait que c'est une descendante du peuple de Mu, il est plus attiré par elle? Vous savez, il est tellement chauvin que ce serait pas impossible, hein. C'est le détail, la con. C'est pas gravissime, j'ai le sentiment qu'ils vont pas aller très loin là-dessus, mais ouais, ils insinuent qu'il y a vraiment une petite attirance de la part des deux garçons envers Zia. Et ouais, je sais pas, je suis pas particulièrement envie de voir ça. J'ai jamais envisagé une seule seconde Tao amoureux de Zia, et le fait de l'insinuer maintenant, ça me gêne un chouïa. Enfin bon, dans la suite, ils finissent par se faire un peu capturer, mais c'est à ce moment-là que Zia a une étrange sensation qui lui rappelle une sensation qu'elle a eue juste avant le tremblement qui a fait en sorte que le Condor se retrouve sous l'eau. Ouais, alors j'ai pas souvenir une seconde qu'il y avait ça dans l'épisode 1, mais on va dire que ouais, j'ai peut-être pas fait gaffe, mais oui, nouveau pouvoir de Zia. Elle sait prédire les tremblements de terre. Voilà. Bien. Parce qu'apparemment, il n'y avait jamais eu de tremblement de terre en Espagne et en pays Inca. Donc, à aucun moment donné, elle a eu l'occasion de tester ces pouvoirs-là. Mais maintenant qu'elle est dans un coin où les tremblements de terre peuvent arriver, maintenant elle se découvre ce pouvoir de prédire les tremblements de terre une minute avant qu'ils arrivent, donc c'est pas quelque chose de super folichon. Je trouve ça, en tout cas pour l'instant, super superflu, parce que ça n'est de rien. Je veux dire, c'est cette sensation, ça me rappelle quelque chose. Je sais qu'un tremblement de terre va arriver, elle prévient tout le monde, mais au moment où elle prévient tout le monde, c'est là que le sol se met à trembler, donc ouais, t'as été vachement utile par rapport à ça.
Alors j'en sais rien, peut-être qu'ils essayent de mettre ça en place pour que ça ait une importance plus tard, j'espère, parce que sinon c'est n'importe quoi. Je veux dire, ok, elle a ce pouvoir-là, ça sert à rien, mais elle a eu ce pouvoir-là pendant un petit moment. Donc j'espère que ça servira un peu à quelque chose plus tard si vous tenez tant que ça à lui donner ce pouvoir, mais elle se fait quand même vachement flouer en comparaison à Esteban. Il y a Esteban qui a le pouvoir magique de faire venir le soleil quand il veut, donc quand il y a des nuages, quand il y a du brouillard, allez, viens soleil, pas de problème. Elle, je sais quand un tremblement de terre va arriver 1 minute à l'avance. Wouh! Super pouvoir! Enfin bon, il y a le tremblement de terre qui arrive. Ils essayent, il y a un petit moment de panique, etc. Ils finissent par être lâchés par le mec qui les a pistés pendant tout l'épisode. Et après toute cette panique, Tao qui manque de se faire engloutir dans une faille, ils vont voir l'endroit où serait entreposé le bouclier miroir. Mais il n'y est pas parce qu'il a été emporté par le garde qui les a pistés tout le long. Parce que, je sais pas, j'imagine que c'est juste... La procédure standard, c'est l'endroit où il doit être remis après avoir été montré aux gens. Étant donné que tout le monde s'est barré, il s'est dit ok, je vais directement le remettre à l'endroit où il est censé être. Et donc ils le poursuivent, ils se rendent donc dans l'espèce d'entrepôt où il a mis ce bouclier miroir. Et ça se termine là. Voilà. C'était pas transcendant cette partie-là, vraiment pas. C'était très plat, je trouve. Sans grand intérêt. Mais ça s'est vaguement progressé les choses, j'ai envie de dire. Bon, ce qui est plus intéressant à voir, c'est l'autre partie autour de Mendoza et compagnie et d'Ambrosius et compagnie, où on apprend déjà que Gaspard prévient le commandant Shimetsu de l'existence des cités d'or, donc c'est à peu près sa seule utilité. Et ouais, apparemment c'est ça qui a suffi à le mettre dans les bonnes grâces de ce type, pour une raison X. Mais ouais, c'est toujours un truc que j'ai trouvé bizarre. Pourquoi il est dans les bonnes grâces de Shimatsu, Gaspard? Ça c'est un truc. Je sais que j'en demande peut-être beaucoup, je sais que j'insiste peut-être trop là-dessus, mais ouais, on se retrouve pas dans une position comme ça sans donner d'explication un tout petit peu travaillée. Genre, tout d'un coup, Gaspard est là, ça va être un méchant récurrent, on le sent, et pourquoi il est là? Parce que, il a de nouvelles fonctions. Comment il les a eues, qu'est-ce qui a inspiré les personnes qui l'ont embauché à avoir ces fonctions-là? Eh ben, on le saura jamais. Il est là parce que on voulait faire revenir un personnage de la première saison. C'est quasiment ça, hein. C'est vous introduisez ce personnage sans explication, sans rien. Moi, je suis désolé, ça va pas avoir un grand impact. Réintroduire un personnage, c'est bien. Le réintroduire de façon continue et logique, c'est beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas gravissime, parce que donc il y a Ambrosius qui est ramené auprès de Shimatsu et qui finit par lui confesser pas mal de choses, comme quoi lui aussi recherche les cités d'or, mais il n'est pas avec Mendoza et compagnie. Et c'est pour ça qu'il les trahit. Ah, je vous indique son emplacement. Il joue un peu trop les larbins, Ambrosius, je trouve. Alors c'est un peu normal qui joue ce rôle-là parce que il est en position de faiblesse, donc il doit un peu cirer les pompes pour bien se faire voir, etc. J'espère vraiment qu'on le verra pas trop souvent comme ça parce que je suis pas fan de cet Ambrosius-là. Vous voyez, je trouve qu'il commence à manquer un peu de classe depuis quelque temps. Alors que Ambrosius, comme Zarès, avait une certaine classe. Oui, même quand on pensait qu'il était gentil, Ambrosius, il avait une certaine classe. Et qu'il a un peu perdu là. Et j'espère que qu'on va vite passer ça et qu'il récupérera une petite classe à lui. Enfin, c'est tout ce que j'espère. C'est à partir de ce moment-là que Shimatsu, qui avait été plutôt sage et réfléchi jusqu'à présent, est un petit peu con, je trouve un petit peu con, de laisser Ambrosius se débrouiller seul avec Gaspard, sans plus de surveillance. Pour régler sa nef de façon à ce qu'il se rende à un certain endroit. Je ne sais pas trop exactement, mais oui, sa nef n'est pas tout à fait réparée, mais elle peut quand même voler à petite altitude et à faible vitesse. Donc, ouais,
Je comprends pas pourquoi tu fais juste surveiller par Gaspard en fait. C'est un peu bizarre pour moi que tu te sois autant relâché par rapport à ça. Surtout que maintenant il a plus de raisons vouloir te trahir à un moment donné puisqu'il recherche les cités d'or. Et je vois pas pourquoi si tu réfléchis un petit peu, il voudrait particulièrement partager ça avec toi s'il est prêt à vendre ses amis pour ça. Mais bon, hein, c'est pour arranger le scénario de façon à ce que Ambrosius se retrouve seul avec Gaspard et que ça forme un nouveau duo. Et j'ai le sentiment que c'est bien parti pour ça. Parce que oui, on voit Ambrosius qui démarre un petit peu sa nef. Et oui, depuis le début de la saison, il a besoin de retrouver la sacoche qui lui a été prise parce qu'il y a des choses importantes pour lui là-dedans, notamment sa boussole. Donc, ouais, il essaye un peu d'amadouer Gaspard, mais j'ai le sentiment qu'ils vont essayer de faire ça, d'amener ça à ce que ce soit un nouveau duo méchant par la suite, ces deux-là. Et ça pourrait être pas mal à l'avenir, mais je trouve que c'est un peu forcé pour l'instant. Néanmoins, pendant ce temps-là, il y a donc Mendoza et compagnie qui sont au port mais qui ne peuvent pas atteindre le navire portugais parce que les hommes de Shimazu les y attendent. Ils sont très discrets, ils savent qu'ils vont se rendre dans ce bateau-là, sur ce bateau, et ils décident comme ça, allez, on se fout devant de façon très claire et évidente, de façon à ce que s'ils nous voient, ils ne pourront pas approcher, alors que s'il avait été un peu malin, il aurait fait en sorte qu'ils se cachent un petit peu, les hommes. Ils se disent, ok, mettez-vous aux aguets, de façon à ne pas vous faire voir devant le navire, et comme ça on pourra peut-être les pincer. Non, 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 alors on se met direct devant, comme ça ils pourront tout de suite se barrer s'ils nous voient. Voilà, ça c'est pas de la réflexion super poussée. Mais bon, il y a des méchants qui ont eu des réflexions beaucoup moins poussées que ça encore, donc c'est pas non plus un grand problème. Et c'est là qu'il y a une scène qui m'a fait un petit peu revoir la qualité de cet épisode, parce que pour l'instant, il faut dire ce qui est, c'était très plat. Et à un moment donné, donc, le tremblement de terre que Zia avait prévu s'étend sur une longue distance, puisque ça touche pas seulement le temple d'Izumo, mais également toute la ville. Et donc, alors qu'il y a ce tremblement qui est dû donc à une petite éruption volcanique, apparemment, il y a une maison qui est sur le point de s'écrouler avec des enfants qui sont à l'intérieur. Il y a une femme qui dit « Mes enfants, sauvez-les s'il vous plaît ». Et donc Mendoza ne peut pas se résigner à laisser ces pauvres enfants à leur sort. Même si, honnêtement, je vais être méchant là, mais il le cherche un chouïa quand même. Je veux dire, vous n'êtes pas piégés les enfants, vous voyez que votre maison s'écroule, il y a votre mère qui vous appelle de dehors. Vous pourriez peut-être lever votre cul et sortir, ce serait bien. J'ai dit ça, hein, je dis rien. C'est pas comme s'ils étaient coincés ou quoi que ce soit à ce moment-là, ok. C'est un petit détail. Je sais que c'est des enfants, je sais que j'ai jamais connu ce genre de situation, il y a peut-être la peur à prendre en compte, mais ça fait un peu bizarre de les voir rester sur place comme des blaireaux, alors que c'est évident que la chose à faire, ce serait de sortir. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein. Le petit détail un petit peu forcé de départ, mais ça amène un bon moment que j'ai vraiment apprécié, qui m'a fait donc revoir à la hausse cet épisode. C'est-à-dire que donc Mendoza reste derrière, et il y a Sancho et Pedro qui décident de le suivre, et pas parce qu'ils les forcent ou quoi que ce soit, mais parce qu'ils ressentent un peu eux-mêmes ce besoin d'aider. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un tout petit peu d'estime pour ces deux-là que c'est déjà une chose pour laquelle je salue l'épisode. J'arrive à avoir un peu d'estime pour Sancho et Pedro dans cet épisode, c'est extraordinaire. Parce que, voilà, ils se disent, ok, on va t'aider, on va sauver ces enfants, on va être très héroïques nous aussi. Hein, et c'est ce qu'ils font, quoi. À trois, ils s'y mettent. Mendoza pour empêcher la porte de s'effondrer trop tôt. Et Sancho et Pedro qui sauvent un enfant chacun. Bon moment, vraiment, un moment héroïque. Que j'ai trouvé assez fort sur le principe, qui m'a fait réestimer un petit peu à la hausse Sancho et Pedro, donc chapeau pour ça, et c'est suivi par quelque chose de très sympathique aussi, c'est-à-dire que Shimatsu a un peu assisté à ça et se rend compte qu'ils auraient pu se barrer mais ils ont décidé d'aider les enfants à la place, et on sent qu'il a un certain code de l'honneur et se dit ok, amenez-les à mon château et traitez-les correctement parce qu'il a un vrai code de l'honneur. Et donc ça montre que c'était pas juste un sale méchant qui
qui voulait avoir du pouvoir, etc. Ça essaye de faire quelqu'un de plus complexe. Même s'il y a toujours une histoire de guerre en route, et qu'il a l'air d'être plus du mauvais côté que du bon, puisqu'il enrôle des personnes un peu de force pour participer à sa guerre. Mais il a un code de l'honneur. Donc, c'est un personnage que vous rendez complexe là sur le coup, avec cette scène. Et c'est bien, c'est une très bonne chose. Je sais pas quoi dire de plus à part que... Waouh! Pendant 18 minutes d'épisode, j'ai vu un truc super plat et fade, avec des tonnes de trucs forcés, pas super intéressants, et tout d'un coup, vous mettez 2 minutes de très bons moments, qui appuient bien nos personnages, dont deux que j'aime pas du tout d'habitude, et qui complexifient un petit peu le méchant du moment. Waouh! Le reste de l'épisode était vraiment très très passable, mais c'était 2 minutes excellentes. Donc, j'aime bien cet épisode grâce à ça. Ah, d'ailleurs, il n'y a plus grand chose à dire, hein, et j'ai tout raconté là. J'aime bien cet épisode grâce à ces 2 minutes. Le reste, c'était sans grand intérêt, ça faisait progresser les choses de façon à peu près convenable. Voilà, ça allait. Mais là, deux bonnes minutes qui arrivent à rattraper plutôt bien le coup. Donc, qui sait, ça peut peut-être promettre d'autres bons moments de fulgurance comme ça à l'avenir. Et c'est aussi le premier épisode de cette saison où on n'a pas un cliffhanger à la con, donc c'est plutôt bien ça aussi. Donc ouais, pour l'instant, grâce à ces 2 minutes, c'est peut-être le meilleur épisode de cette saison 3, je dirais. Et vraiment juste pour ces 2 minutes, parce que le reste du temps, c'était très bof. Et peut-être que la suite de la série saura bien s'inspirer de ces 2 bonnes minutes pour la suite. C'est tout ce que j'espère, nous verrons bien. À bientôt pour l'épisode 5. Bye.